Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Texte traduit avec l'aimable autorisation de Bartomeu Costa, amic Leonardo. Autres ouvrages de Monsieur Jiménez Igualada, en espagnol. El Niño y la Escuela, 1937. Dolor, 1944. Más allá del dolor, 1946. Los últimos románticos, 1959. Los Caminos del Hombre, 1961. Salmos, 1964. Lobos en España, 1967. Anarquismo, 1968. Trilogia de Oratoria, 1968. Stirner, 1968. Un grand merci à CS, CR et VV. Mouvement des savoirs. Collection dirigée par Bernard Andrieux. L'enjeu de la collection est de décrire la mobilité des savoirs entre des sciences exactes et des sciences humaines. Cette sorte de mobilogie épistémologique privilégie plus particulièrement les déplacements de disciplines originelles vers de nouvelles disciplines. L'effet de ce déplacement produit de nouvelles synthèses. Au déplacement des savoirs correspond une nouvelle description. Mais le thème de cette révolution épistémologique présente aussi l'avantage de décrire à la fois la continuité et la discontinuité des savoirs. Un modèle scientifique n'est ni fixé à l'intérieur de la science qui l'a constitué, ni définitivement fixé dans l'histoire des modèles, ni sans modification par rapport aux effets des modèles par rapport aux autres disciplines, comme la réception critique ou encore la concurrence des modèles. La révolution épistémologique a instauré une dynamique des savoirs. La collection accueille des travaux d'histoire des idées et des sciences présentant les modes de communication et de constitution des savoirs innovants. Déjà paru. Denis Lelarge, l'Encyclopédie sociale d'Auto-Neurath 2009. Henri Veillellegros Jean, de la transmission à l'apprentissage. Contribution à une modélisation de la relation pédagogique 2009. Gérard Fath, Laïcité et pédagogie 2009. Antoine Zapata, Pratiques enseignantes, Agir au service de valeurs 2009. Monique Manoa et Alexandre Klein Dire, Objets, bijoux et corps. Incorporé, 2008. Thierry Offray Van der Kemp et Jean-Claude Noët Dire, Homme et animal, de la douleur à la cruauté 2008. Gérard Fath, École et valeurs, La table brisée 2006. Jean-Paul Doste, de la connaissance de Vaux 2005. Dominique Tibéry, Citoyen en classe Freinet. Journal d'une classe coopérative 2005. Mohsen Sakri, Poincaré un savant universel 2005. Véronique Barthélémy, Histoire de la vie scolaire 2005. Préface. Une vie mouvementée. Miguel Jiménez Igualada est né le 26 janvier 1888 en Espagne à Iniesta, province de Cuenca, d'un père paysan. Selon l'historien Vladimir Muñoz, il aurait passé quelques années en Uruguay, où il aurait eu un passé d'anarchiste illégaliste violent sous le nom de Miguel Ramos Garcia. En 1934, il est expulsé de ce pays pour cause d'anarchisme par le gouvernement dictatorial du docteur Gabriel Terra. Il retourne alors vivre dans son pays natal, entre Barcelone, Madrid et Valence. Sans profession fixe, il exerce différents emplois, parmi lesquels chauffeur de taxi, bonimenteur de foire, jardinier, bouvier, responsable d'une sucrerie ou encore professeur rationaliste. Lorsqu'éclate la guerre civile en 1936, devenu le plus grand représentant espagnol d'un anarchisme individualiste pacifiste, il est directeur du Théâtre populaire de Barcelone. Il anime avec Rodolfo González Pacheco la revue culturelle du porte-voix de la FAI de Valence, dont il est un des instigateurs, le journal Nosotros, qui publie notamment des traductions des textes de Anne Riner, ainsi qu'une des seules éditions espagnoles de l'unique et sa propriété de L'. Allemand Johann Kaspar Schmidt, plus connu sous le pseudonyme de Max Stirner. Il écrit aussi pour nombre de revues anarchistes de l'époque comme Al Margen. En janvier 1939, après la triste et sanglante victoire des armées franquistes, il s'exile en France avec sa compagne Isabelle et ses deux frères Virgilio et José, et passe alors plus de 3 ans enfermé dans des conditions misérables, dans les camps de concentration de réfugiés espagnols d'Argelès-sur-Mer, Recebedú et Bram. Après la mort de José,
Accompagné par son autre frère et sa compagne, il parvient ensuite à embarquer pour le Mexique. Le maestro, surnommé ainsi pour ses talents d'orateur, donne des conférences devant des publics conquis et collabore à des revues telles que Tierra y Libertad. C'est aussi là qu'il rédige la majeure partie de ses ouvrages. Il meurt sans enfant quelques années après sa compagne, le 26 novembre 1973. Outre pléthore d'articles, il a publié des recueils de poésie, des romans et des essais, pour la plupart aux éditions Tierra y Libertad et chez l'éditeur catalan exilé au Mexique, Costa Amic. El Niño y la Escuela, 1937, Dolor, 1944, Más allá del dolor, 1946, Los últimos románticos, 1959, Los caminos del hombre, 1961, Salmos, 1964, Lobos en España, 1967, Anarchismo, 1968, Trilogia de Oratoria, 1968, Stirner, 1968. L'anarchisme individualiste. Quoique l'on entende bien trop souvent affirmer le contraire, l'anarchisme individualiste professé par des personnalités si différentes que peuvent l'être Stirner, Riner ou Armand, pour ne citer que les plus connus, n'est pas à proprement parler une doctrine structurée ou un catéchisme à l'usage des révoltés, dont il suffirait d'appliquer les préceptes pour libérer l'individu de toutes les réalités qui l'enchaînent et l'assujettissent, tels que le proposent les dogmes marxistes et même certaines doctrines anarchistes. Certes, parmi ces auteurs on peut retrouver un certain nombre d'idées semblables, un fondement commun, mais leur réalisation diffère selon l'individu qui les met en pratique. L'idée centrale de ce type d'anarchisme développé d'abord par Stirner, consiste en la primauté de l'individu, du créateur sur les abstractions qu'il crée, ses créatures. En effet, seul compte l'individu en chair et en os, et non pas ces fictions sacrées qu'il entrave et auxquelles il se soumet volontairement, qu'il s'agisse de l'État, de l'Église, de la société ou de tout autre fantôme du même acabit pour reprendre un mot de Stirner, alors qu'il en est l'unique créateur, et que sans l'individu elles n'ont aucune existence. L'individu n'a pas à mourir pour une idée qu'il a enfantée, quelle qu'elle soit, mais se consomme en consumant sa vie, la rendant dès lors lumineuse. On comprend alors aisément leur rejet de la société, de la masse, acéphale et dépourvue de désirs propres, désireuse de se donner un maître, de préférences dogmatiques, qui leur fournira un ensemble de doctrines auxquelles soumettre leur existence, plutôt que de se fixer eux-mêmes leur propre manière d'agir, de se comporter avec les autres individus, uniques et véritables unités de valeur. Et c'est aussi ce qui les conduit à refuser de dominer tout autant que de se soumettre. S'ils refusent toute imposition, ce n'est jamais pour contraindre les autres à adopter leur point de vue, cela implique corrélativement le rejet de la révolution au profit d'une réforme intérieure et individuelle, celle-là n'entraînant selon eux que le remplacement d'un gouvernement despotique par un autre, et ce, même si le nouveau tyran semblait au départ partager de semblables aspirations à la liberté. Le seul pouvoir auquel ils aspirent, si l'on peut utiliser ce mot, c'est celui qui consiste à être les maîtres de leur propre vie. Nonobstant, si c'est bien l'individu qui est la mesure de toute chose, l'individu réel, et non pas ce soi-disant moi abstrait, auquel il est bien trop souvent fait référence, il n'est pourtant pas seul, et la question de ses relations à l'autre se pose également. Chaque homme doit se connaître et s'aimer avant de pouvoir établir de sains rapports avec les autres hommes, et ne confondons pas ici l'individualisme voire l'égoïsme, solaire, avec l'égocentrisme ou l'égolatrie, mesquin et destructeur, que partagent tous les petits chefs assoiffés de conquête, à genoux devant le sacré dont ils sont la cause. Les relations qu'ils prônent sont des relations d'égal à égal, pour le dire mieux, d'unique à unique, et si l'individu n'a aucun devoir de créer une communauté, par contre, il peut s'associer librement à d'autres, avec lesquels il partage un but commun, temporairement ou tout du moins tant qu'aucun désaccord de fond ne surgit, afin de multiplier ses forces et d'atteindre le but que seul il n'aurait pu réaliser. Ceci constitue le fondement commun des positions des anarchistes individualistes. Pourtant, les attitudes adoptées par les différentes tendances divergent. On pourrait dire qu'il existe autant d'anarchisme individualiste que d'anarchistes individualistes. Lorsque Stirner, ou encore Armand, prônent la force et parfois une violence libératrice, d'autres, à l'instar de Anne Riner ou de Miguel Jiménez Igualada, optent pour le chemin de l'amour, la violence étant pour eux, au mieux, contre-productive. Pacifique mais jamais naïf. L'originalité de Jiménez Igualada,
consiste en ceci que son style oscille constamment entre la radicalité tranchante des propos de l'auteur de l'Unique et sa propriété, et la prose délicate et lyrique de Anne Riner, poète de l'harmonie humaine, selon ses propres paroles. Effectivement, si Jiménez Igualada eut une jeunesse violente au début du XXe siècle, dès son retour sur sa terre natale, il en prit le contre-pied, devenu non violent, non par impuissance, mais par choix. Sa prose n'a donc rien des propos lénifiants d'un pacifisme bêlant présenté comme seule alternative aux prétentions guerrières des autoritaires dogmatiques assoiffés de sang. La violence est contre-productive ? Il lui substitue alors l'amour, mais l'amour d'individu à individu, l'amour vivant et vécu, et non pas l'amour abstrait du christianisme. Esprit libre s'il en est, ce n'est pas aux individus particuliers qu'il s'en prend, mais à leur soumission aveugle et volontaire aux idéaux, aux dogmes, pourtant pas recréés. Contrairement à Stirner, il défend l'idée d'humanité comprise comme ensemble d'unique, et non pas comme une abstraction à majuscules, cette humanité conceptuelle est vide de sens. Il pourfend l'État et la société son corollaire, l'Église ou encore le marxisme ainsi que ses variantes, expliquant par ailleurs qu'il vécut en bonne intelligence avec des curés ou des communistes. Qu'il le veuille ou non, l'individu mène sa vie au milieu d'autres hommes qui ne partagent pas forcément ses idées, et mieux vaut alors tenter d'établir avec eux de cordiales relations, plutôt que d'user d'une violence contre-productive visant à imposer ses vues, conduite anti-anarchique à laquelle il se refuse. Jamais il ne cherche à imposer ses idées, mais il revendique une parole libre. Il pense ce qu'il vit et vit ce qu'il prône, cherchant à montrer par sa vie qu'une existence individuelle riche et harmonieuse dans ses relations aux autres est plus que souhaitable, possible. Et c'est cela pour lui que l'anarchisme. Une éthique rigoureuse et une morale aimante, mais surtout pas un dogme. L'idée, le dogme, l'abstraction, ne doivent pas dominer l'individu réel, sans lequel elles s'abîment dans le néant. Platon aurait-il tort, et Diogène raison ? Contrairement à de nombreuses tendances de l'anarchisme et au communisme dans toute son extension, il attaque sans indulgence les thèses de Proudhon, de Kropotkin ou encore de Marx, également autoritaires à ses yeux. Il ne désigne d'autres coupables du malheur des hommes que les hommes eux-mêmes, lesquels par manque de volonté propre préfèrent se chercher des guides plutôt que de s'inventer leur propre cadre de vie. Tant que les individus n'auront pas acquis cette conscience de soi, s'attachant au nécessaire mais exigeant travail de sculpture de soi, aucune relation harmonieuse ne pourra s'établir entre les humains qui resteront les esclaves volontaires d'une poignée d'hommes sans scrupules et supposés à tort supérieurs, sacrés. Combative et parfois tranchante, la parole de Jiménez Igualada n'en est pas moins douce et affable, et empreinte d'un optimisme humaniste sincère, jamais naïf. S'il se trompe au sujet de l'amour, et il envisage cette possibilité, il n'augmentera au moins pas la somme de douleurs déjà trop présente dans le monde, contrairement à ceux qui prêchent la violence. Grand orateur transportant ses auditoires, il écrit souvent dans un style poétique teinté d'oralité, ce qui peut parfois surprendre. Et c'est le cas pour cet essai, qui alterne constamment entre des démonstrations rigoureuses visant à définir sans ambiguïté sa pensée, et de grandes envolées lyriques. Enfin, on notera que ce livre a suscité contre son auteur nombre d'inimitiés de la part des membres de certains milieux anarchistes, notamment chez ses anciens compagnons de route espagnols de la CNT, comme il l'explique dans une lettre à Vladimir Muñoz du 24 mai 1971. Ni les communistes libertaires, ni les anarcho-syndicalistes ne pardonnent mon individualisme, et moins encore D'. Avoir publié que les communistes libertaires, déguisés en anarchistes, causèrent un grand bouleversement dans les files de l'anarchisme, par sa participation au gouvernement de l'Espagne. Mais nous en avons déjà assez dit sur ce livre polémique, dont une si courte présentation ne pourrait révéler toute la profondeur. Laissons donc se développer la prose aimante du maestro, sans jamais oublier de le soumettre à la critique, unique manière de lui rendre hommage. Guillaume Demange. En guise de prologue. Quelques objections à un article, L'anarchisme et la science, Anarchismo y Ciencia, récemment apparu dans une revue. Et comme l'on objecte et que l'on ne répare que ce qui a subi détérioration et dommages, je répare du mieux que je le peux, œuvre d'audacieuse maçonnerie, les dégâts et le discrédit que l'auteur de l'article en question a commis contre l'anarchisme. Lettre ouverte à l'auteur 1. J'ai lu ton article avec la plus grande attention et tu me pardonneras de rendre publiques mes objections à son encontre.
Du fait que tu aies rendu publiques tes réflexions, il est logique que je fasse de même avec les miennes, ce qui ne devrait pas t'étonner et encore moins te déranger. Lorsqu'un homme, quel qu'il soit, manifeste publiquement ce qu'il pense, appelant par là même d'autres hommes à réfléchir, c'est qu'il juge nécessaire de signaler à ses compagnons en humanité qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils suivent, fourvoyés, des chemins obscurs, qu'ils avancent tels des aveugles, et qu'enfin ils se trompent. Je me tiens moi-même parmi tes compagnons en humanité, averti que je suis, et je me concède le droit de te dire que je ne me conforme pas à ce que tu me dis, que je ne me satisfais pas des avertissements que tu me donnes, car au vu de ce que tu affirmes, il me semble que c'est toi qui vis dans l'erreur. De telle sorte que ton avertissement ainsi que mon désaccord au sujet de tes manifestations publiques autour de l'anarchisme, me conduisent non seulement à t'écrire et à rendre publique cette lettre grâce à laquelle je parle également à nos frères humains, mais en outre, à publier ce livre afin de m'exprimer à mon tour, compte tenu du fait que je crois nécessaire de dire que, outre le tien, le vôtre, il existe un autre anarchisme qui n'est même pas un parent éloigné de celui que vous vantez dans vos publications. Ceci étant dit, si ceux qui vous lisent étaient peu nombreux et qu'ils appartenaient tous à votre cercle idéologique, je me dirais que vous ne causez pas de grands troubles mentaux à l'humanité, et je ne verrais donc pas de nécessité à rendre public mon désaccord. Entre ces définitions et ce que vous affirmez, il existe une grande parenté, surtout en ce qui se réfère à la violence. Je veux dire à cela, bien plus qu'à vous, que la violence est insurrectionnelle, mais pas anarchiste, de la même manière que menée à leur terme par quelque révolutionnaire que ce soit, les révolutions sont cause de souffrance et d'oppression et qu'elles ne rendent ni meilleures ni ne libèrent, si bien qu'Q'. Entre un révolutionnaire violent et un anarchiste il existe un fossé moral, ce que nous verrons peu à peu dans les pages qui suivent, le chemin étant long et devant être parcouru lentement et avec prudence. En parlant de l'anarchisme et de la science, tu affirmes que par essence toute science est anarchique de la même manière que toute conception anarchique est scientifique par essence, ce qui ne me semble pas exact, eu égard au fait que la science, instrument de l'homme, ne peut avoir d'autre couleur ni d'autres applications que celles que l'homme lui donne, étant lui-même son créateur. De sorte qu'à l'instar de tout outil de l'homme, manquant d'entendement et de raison, la science ne fut ni ne sera jamais anarchique, car l'être anarchiste dépend de la volonté de l'homme, de ce qu'il désire être, et qu'il n'existe ni science ni anarchisme hors de lui. Tu oublies que l'homme est l'unique créateur qui ait jamais existé jusqu'à aujourd'hui sur la planète, si bien que ce fut lui qui créa la science et conçut la plus belle façon de vivre librement, c'est-à-dire anarchiquement. À cause de cet oubli, tu dépouilles l'unité humaine de sa personnalité, laquelle tu concèdes gracieusement à la science et à l'anarchisme, comme si ces géniales constructions humaines pouvaient agir par elles-mêmes et sans l'homme. Je comprends que tu dises cela en vertu du concept de l'homme qui est le tien, étant donné que je t'ai déjà entendu dire que l'homme est un être social, et que la société, tel un véritable corps organique, avait son anatomie et sa physiologie. Cela est presque la même chose que d'affirmer qu'elle possède un esprit, et aussi par suite, une morale et une volonté propre, affirmation aussi aventureuse que fausse, mais qui revenait à soustraire son importance à la créature humaine et à la concéder au tout, ce que fit D'. D'ailleurs Kropotkin, ton maître, en soutenant que sans le grand tout notre moi n'est rien. Je lui dis ceci que si à ce tout nous donnions le nom de Dieu, la religion serait formée, de la même manière qu'à toi je réponds que le grand tout social que tu exaltes, est une espèce de divinité salvatrice, étant donné qu'à l'homme, à toi, être social, tu ne concèdes aucune valeur, puisqu'il n'est à tes yeux qu'une particule presque méprisable à l'intérieur de ce grand tout et que tu ne attache pas à penser que ce sont justement ces particules, les hommes, qui composent ces ensembles humains, la société que tu préconises et que tu désires, et que si ces particules manquaient de valeur, celle du tout n'en serait que moindre.
Si l'on adjuge les idées d'anarchisme et de science acquis de droit, à l'homme mon compagnon en humanité, nous verrons que l'anarchisme est une conduite de mon compagnon envers lui-même, envers toi et envers moi, et que la science est son savoir. Car l'anarchisme est une conduite, et l'homme qui ne possède pas la science peut être un anarchiste, alors qu'un scientifique peut ne point être un anarchiste s'il lui manque cette conduite humaine envers ses semblables. Ainsi, œuvrer et savoir ne conduisent pas toujours les hommes à marcher main dans la main par les chemins de la vie. La meilleure preuve en est que ceux qui possèdent de vastes connaissances scientifiques sont ceux-là même qui créent ces terribles artefacts destructeurs par lesquels on décime le genre humain, de telle sorte que par eux, nous sommes, toi, lui et moi, menacés de mort. Ces ravages inhumains que le scientifique regarde en général avec froideur, remuent profondément l'homme anarchiste qui cherche et désire une coexistence harmonieuse avec ses semblables, ainsi que celle de ses semblables entre eux. Mais poursuivons notre dialogue lentement, pas à pas. Tu dis que les relations entre anarchisme et science sont indissolubles. Si l'anarchisme cesse d'être scientifique dans la recherche de la vérité et de la justice, il perd ses propres propriétés et ses propres fondements. Cette affirmation me semble forcée et bien peu scientifique. Premièrement parce que l'anarchisme est une conduite de l'homme envers l'homme et que cette conduite, cet anarchisme, est totalement subordonné au vouloir et au faire de l'individu. Il revient à celui-ci, et seulement à lui, de mettre en relation l'anarchisme et la science, son idéalité avec son instrument, et c'est lui seul qui peut imprimer un caractère à tout ce qu'il touche et crée, l'anarchisme inclus, lequel ne fut ni ne pourra jamais être un fait réel si l'homme ne le met pas en acte, car sans l'homme, anarchisme ne peut avoir aucune existence. Deuxièmement parce qu'il est impropre d'affirmer, comme tu le fais lorsque tu écris, l'anarchisme est, comme la science, une recherche avide et permanente de la vérité. Et de cette recherche de la vérité, naît sa morale et sa philosophie, toutes deux fondamentales pour ces connaissances prodiguées par le savoir scientifique, réaffirmant plus avant que les conceptions anarchiques naissent précisément de ce savoir scientifique. Ce paragraphe est assez confus, mais je m'efforcerai de comprendre ce que tu dis ou ce que tu as voulu dire. Attachons-nous donc à cela. De telle sorte que l'anarchisme serait, et je pose cette question pour mieux comprendre, une recherche de la vérité, et non pas la vie libre, vécue et mise en acte par l'homme? Mais aussi que de cette recherche naîtraient alors sa morale et sa philosophie sans que l'homme n'intervienne en rien dans cet enfantement, étant donné que cette morale et cette philosophie ne se fondent pas sur les sentiments de l'homme, mais dans le savoir scientifique? Et enfin, que les conceptions anarchiques ne s'engendreraient donc pas dans l'esprit de l'homme, mais qu'au contraire elles naissent précisément de ce savoir scientifique? De le croire ainsi, tu as dit plus tôt, hors de la science il n'y a pas d'anarchisme possible, refusant ainsi toute possibilité d'être anarchiste à tes frères humains qui ne sont pas scientifiques. Comme tu le comprendras si tu prends le temps d'y réfléchir un peu, tout cela n'est qu'abstraction pure, je n'ai pas voulu appeler cela métaphysique, même si cela mériterait cette appellation. Tu le dis parce que tu ne vois pas l'homme ton frère, tu ne le sens pas en toi, car si tu le sentais, si tu te sentais homme, tu n'affirmerais pas que hors de la science il n'y a pas d'anarchisme, ce qui revient confesser que toi qui n'es pas un homme de science, qui n'es pas un scientifique, tu n'es, ni ne peux être anarchiste. Et tu dis des choses si divagatrices, niant en toi ce que tu affirmes par ailleurs, parce que la science et l'anarchisme sont pour toi des espèces de petits dieux qui n'arrosent de leurs effluves que certains êtres qu'ils choisissent, que certains élus. Comprends-le. Ceci revient à fausser les concepts de science et d'anarchisme, à aveugler les jeunes esprits qui nous lisent, à les perturber, à les embrouiller, à les empêcher de savoir et à les préparer à croire. Alors que, je le répète, bien que je donne une autre forme à ma pensée, l'anarchisme n'est en soi rien de plus que l'expression des sentiments et des pensées de l'anarchiste, transformés en voix et en vie, en mots et en fait, un homme de science pouvant être ou non anarchiste. C'est-à-dire premièrement l'anarchiste, ensuite l'anarchisme. Premièrement l'homme, ensuite sa création dont fait partie la science. Comme tu le sais, depuis que l'homme a possédé la conscience de soi, il veut se rendre maître de la planète qu'il considère comme sa propre maison.
mais maintenant il ne se contente plus de le dire, il souhaite que cette maison soit réellement sienne et non celle de la société, affirmant que la terre est la terre de l'homme si bien qu'il s'intéresse à la maison et avec elle à la liberté de vivre. Ceci étant, elle qui naît, croit et vit en lui puisqu'elle est sa propre création, la morale est logiquement la morale du moi humain, lequel entre librement en relation avec les autres moi qui composent l'humanité et vivent dans sa maison. Ce moi qu'est l'homme se reconnaît lui-même comme partie de la nature. Ou pour le dire mieux, il se reconnaît comme produit de toutes les forces et de toutes les productions de la nature, ce qui l'amène à penser que pour avoir atteint son autonomie, il n'a de responsabilité qu'envers lui-même, puisqu'en éliminant les dieux de son esprit il a acquis la conscience de sa personne. Aujourd'hui, même s'il se sait en tant que nature, il veut avoir de l'influence sur elle et il l'influence, l'arrangeant selon ses nécessités, rendant plus agréable, moins inhospitalière sa propre demeure. Et quand je dis la demeure de l'homme, je dis la tienne, celle de celui-là et la mienne, celle de tous, celle de la famille humaine dans son entier. De ce ressenti d'une demeure familière, par extension, surgit dans l'esprit de l'homme le sentiment de fraternité, de camaraderie humaine. Comme par dérivation naturelle, de ce sentiment naît son anarchisme et sa morale, traitement noble et généreux envers ses frères. Cela n'a pas eu lieu plus tôt, du fait qu'il se développait dans un milieu privé d'éthique, comme c'est le cas pour les animaux, parmi lesquels prédominait un état de prédation. Si pour Aristote, l'homme est un animal politique, c'est-à-dire un homme qui se doit à la polis, et pour le sage du Moyen-Âge, un animal que Dieu a doté d'une âme immortelle, pour l'homme d'aujourd'hui, pour nous qui avons appris à nous étudier, l'homme est un être autonome conscient de soi. C'est-à-dire que si l'homme de jadis se considérait prisonnier de la nature et de Dieu, terme qu'il confondait souvent dans son imagination, il s'est aujourd'hui rendu compte qu'il pouvait vivre malgré tout dans la nature, de manière autonome, sans maître ni Dieu. Maintenant, ayant accepté que depuis ce lointain hier jusqu'au jour présent l'homme a souffert de changements constants, force est d'accepter qu'il changera encore d'aujourd'hui à demain, ou plutôt qu'il n'a pas encore atteint son développement total, si bien que l'homme actuel, même s'il s'efforce à le faire, ne peut parvenir à concevoir comment sera l'homme du futur, son successeur, ni quelle sera sa potentialité créatrice, ni comment il comprendra la vie et la vivra, ni comment il influera sur la nature de laquelle il se sait parti. Et s'il ignore absolument ce que sera l'homme de demain, il est moralement inapte à dicter des lois qui devront entrer en vigueur dans le futur et qui le rendront esclave. Selon l'affirmation d'un grand biologiste, la finalité des espèces est d'héberger et de protéger la cellule sexuelle. Le travail de chaque individu de toutes les espèces se réduit à cela. C'est pour cette raison qu'ils se multiplient, qu'ils changent et deviennent meilleurs. La finalité de ce travail et sa mise en œuvre ne sont pas identiques suivant les espèces, mais l'individu de la nôtre a acquis la conscience de sa façon d'agir et de son œuvre en tant qu'humain. Il pense, et de ce fait, il n'évolue pas seulement suivant l'influence que les phénomènes naturels exercent sur lui, mais il change parce qu'il désire s'améliorer, et comme il le désire, il y parvient. Ainsi, même s'il fait partie de la nature, il la transforme, mais en protégeant sa cellule sexuelle, il protège et éduque aussi aux qualités humaines, le Fils qui prend naissance en son sein. Si l'on écrivait l'histoire de l'organisme humain, ou plutôt des organismes, on comprendrait qu'ils ne sont pas tels qu'ils ont toujours été. Darwin nous parla de ceci. Ces changements organiques survinrent par évolution, tels qu'a surgi la vie sur la planète, de telle sorte que l'histoire de l'homme est un degré avancé de l'histoire de la Terre. Quand la vie qui fait son apparition sous forme de particules microscopiques passe du simple au composé, et quand ces vies se réunissent en une nouvelle phase d'individuation, les organismes se créent, et chez l'homme, par une progression continue et ininterrompue, l'esprit apparaît. Ainsi esprit et individu humain ont la même origine. Nonobstant, la nature continue à être aspirituelle, ce que l'on doit bien prendre en compte afin de nous former un jugement clair. Nous nous demandons si la spirituelle peut transmettre pensée et sentiments à la créature spirituelle et si la spirituelle put enseigner à l'homme la morale et l'anarchisme, puisque si celui qui manque d'esprit n'est pas apte à se former un jugement, ni dans ni par la nature, une éthique anarchiste ne put être créée. Les forces naturelles agissent sur les organismes, mais pas sur les créations de l'esprit, ni sur les actes conscients de la créature humaine. Car si elles donnaient une direction à l'homme, relativement à sa manière de penser et de sentir, étant esclave par nature, il n'aurait pu penser à sa liberté et encore moins la rendre actuelle,
Ou encore, il n'aurait pas pu donner naissance à cette belle idée d'anarchisme, laquelle est la liberté pensée, sentie et vécue par lui. L'éthique fut créée par l'homme, lequel dans notre maison planétaire est l'unique être qui pense et par conséquent, crée, tout en étant aussi l'unique qui discerne, forme des jugements et déduit, de telle sorte que l'éthique ne trouve pas son origine dans les lois naturelles, lesquelles, a fortiori, n'ont ni ne peuvent avoir cette influence décisive dans le développement des sociétés que l'homme a créées, ce que tu affirmes et que soutient Kropotkin 2. Cette affirmation revient à assurer que ce système social que vous nommez communisme libertaire n'a pas de racines humaines quoi qu'il soit adopté par l'homme, mais des racines naturelles, comme fils de la nature, si bien qu'il est obligatoire de l'accepter sans quoi l'on pourrait rejeter l'inéluctable. Et cela signifie non seulement croire aux idées forces de Fouillée et aux non moins puissantes et inévitables forces proudhoniennes de justice qui agissent sur l'homme, mais cela vous conduit aussi, même si vous ne le voulez pas, à accepter une sorte de révélation par le truchement de laquelle vous acquérez la connaissance avec ce communisme libertaire que la nature vous offre et dont vous vous faites les adeptes, tombant alors dans la croyance qui n'est pas la science. À cause de cette croyance, en vous comme en tous les autres croyants de la planète, tout inexcusable et fatal qu'il soit, naît le tabou qui fait de vous d'exaltés et d'intolérants fanatiques. Je crois que c'est Protagoras qui a dit avec raison que l'homme est la mesure de toute chose, et si ce n'est pas ce grec, il s'agit d'un autre penseur à sa mesure. L'homme fut celui qui mesura les choses, car de ces choses de l'homme, il fut le créateur. Pour cette raison, ce que tu dis n'est pas non plus certain, lorsque tu affirmes que la science a libéré l'homme des plus dures chaînes qui l'attachaient à des servitudes volontaires, ni qu'elle lui a ouvert les chemins vers d'autres libérations, puisque si la science avait le pouvoir de libérer l'homme, ce ne le serait que dans la mesure où cette créature, cet outil qui donna la lumière à l'homme lui était supérieur, ayant elle-même une vie propre, particulière et indépendante de celui qui fut son créateur, ce qui est n'apostrophe, et ni ne peut être vrai. Si à cause de l'un de ces cataclysmes qui pourraient avoir lieu dans le cosmos, l'homme disparaissait de la Terre, il ne pourrait y avoir sur notre planète ni science ni anarchisme. Sans l'homme créateur, sur notre planète abandonnée et détruite, ne brillerait ni la lumière humaine ni la lumineuse science. J'ai dit dans mon livre Les chemins de l'homme, Los Caminos del Hombre, que l'anarchiste confesse n'être toujours pas parvenu à découvrir les infinies harmonies humaines qui actuellement se vivent ou peuvent être vécues, si bien qu'il ne fait pas à ses frères, et ce contrairement aux communistes libertaires, le triste cadeau d'un système de vie, et qu'il ne leur parle pas d'une doctrine salvatrice à laquelle ils doivent croire, assujettissant leur vie et la subordonnant à des normes tracées d'avance. Amoureux du beau, beauté du penser et du faire, il parle aux hommes de la beauté par lui découverte, créée, pressentie ou rêvée, pensant que ce qu'il doit leur offrir est plutôt une préoccupation qu'une réalité, une aspiration à une vie belle et non un système de coexistence. Un désir ardent de s'élever et non une formule pour la quiétude, puisque quiconque aime la liberté, la sienne et celle du genre humain par délicatesse et par éthique ne peut devenir législateur. Comme il fait confiance aux hommes, et j'ajoute cela aujourd'hui, il sait, ou il a l'intuition qu'en ce qui concerne les conceptions anarchiques, modes de vie libres, ils parviendront plus loin que ce qu'il peut s'imaginer, vivant non d'une seule manière mais de 1000 manières différentes. Et ceci est le respect, et cela la liberté que l'anarchiste de ma famille préconise et vit, appelant ses compagnons à vivre harmonieusement entre eux et avec les autres, car il a l'intuition que cette harmonie sentie et vécue sous diverses formes, ouvrira la voie à l'harmonie vécue par les hommes, lesquels n'étant pas égaux ne peuvent soumettre leur vie à l'uniformité sans qu'en pâtisse leur santé morale. C'est en ceci tout à fois simple et difficile, que se fonde mon anarchisme, lequel n'est une solution ni politique ni sociale, mais plutôt un vivre harmonieux, libre, cordial et individuel entre les créatures de la famille anarchique et humaine. Sa forme. Ceux qui devront la vivre la trouveront, puisque les programmes desquels naissent les codes ne sont jamais anarchiques. Voilà ce que je te dis pour l'instant. Et je t'ai dit tout cela, et je continuerai à t'en dire bien plus dans les pages qui suivent cette lettre, parce que des jeunes gens nous lisent et que sans les induire en erreur, nous ne pouvons pas leur dire que l'éthique anarchique ne peut se déduire que des lois naturelles car, et je le répète, celui qui donne vie à l'anarchisme et à l'éthique anarchique, c'est l'homme notre frère. Par conséquent, tu comprendras que plus qu'à vous, communistes libertaires, je m'adresse par ce livre à ceux qui ressentent de la méfiance ou de la répugnance envers l'anarchisme,
craignant les anarchistes dans la mesure où, comme leur disent les dictionnaires, ils croient que l'anarchie est le désordre et la confusion. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.